Oui, c'est un sujet effectivement sur lequel je travaille moi depuis 2003, même avant même la création de l'association. Ça fait tout à fait le lien avec le témoignage qu'on vient d'entendre, puisque l'entraîneur de basket là indique que parmi les causes qui peuvent amener le sportif dans des problématiques d'addiction, une des causes, c'est celle de l'inquiétude sur l'après-carrière. Le thème de l'épisode qu'on va voir là, c'est la fin de carrière, petite mort ou nouvelle vie, parce que ça peut être vécu de ces façons-là selon ce qu'on va mettre dans sa préparation. Vous allez voir effectivement l'épisode d'une série que j'ai réalisée sur cette thématique de la reconversion et de l'insertion professionnelle des sportifs, pour justement donner à voir tout ce qui se joue sur ces sujets-là. Là, on va voir l'épisode 2. L'épisode 1 décrit que être sportif, c'est un métier passion, mais dans métier passion, il y a métier aussi. Donc, c'est une vraie expérience professionnelle qu'ils doivent savoir revendiquer quand ils passent de l'autre côté dans une vie professionnelle. Là, cet épisode-là donc, traite vraiment de ce qui se passe pour les sportifs sur ce moment qu'ils anticipent ou qu'ils vivent de la fin de carrière. Voilà, je vous propose qu'on le regarde et puis on se reparle après. On pourrait reparler de beaucoup de choses sur ces témoignages, mais par rapport à notre sujet du jour, je vais revenir sur certains thèmes, notamment sur cette notion de petite mort, dont on voit qu'elle peut exister, surtout si la vie d'après n'a pas été réfléchie, préparée, anticipée, construite, mais qu'en aucun cas c'est une fatalité. On a différents témoignages, donc on voit bien qu'il y en a qui y échappent. Donc pourquoi il y en a qui y échappent, et c'est donc moi le sens du travail que je mène au quotidien depuis plus de 20 ans maintenant. On dit une carrière sportive, c'est un métier passion, où les choses se sont enchaînées pour le sportif pour le mener au top de sa carrière. Il arrive en fin de carrière, il est au niveau le plus haut, et pour lui, envisager une nouvelle carrière, c'est forcément envisager de repartir à zéro, comme un débutant. Et c'est quand même pas simple. Ce plongeon-là, pour lui, il peut faire peur. D'où d'ailleurs des reconversions, souvent par défaut. Alors je ne dis pas que toutes les reconversions dans les métiers d'entraîneur ou de coach ou de commentateur télé sont des reconversions par défaut, ce serait abusif. Néanmoins, on peut souvent s'interroger et on voit que c'est plus un prolongement pour eux, c'est plus le moyen pour eux de rester dans un univers qu'ils ont connu, dans lequel ils sont connus et reconnus, que quelque chose qu'ils ont vraiment là au fond d'eux-mêmes et qui les anime autant que leur carrière les a animés. Mais en même temps, on le comprend, compte tenu de la difficulté que ça représente. Donc, dans certains cas, on a une rupture nette avec son métier. Et quand il y a cette rupture avec ce métier, avec cet environnement, et que le sportif se retrouve seul, sans projet, forcément, c'est difficile. Dans ces situations, le risque de dépression est réel, même si, encore une fois, il n'est pas une fatalité. Fabien Canu, que l'on voit au début de l'épisode, qui est maintenant le patron de l'INSEP, quand il était donc à l'IGESIR, qu'il a fait cette enquête, il disait que sur tous les sportifs et des grands champions qu'il a interrogés, 80% d'entre eux, dans les 3 ans qui ont suivi leur fin de carrière, ont connu cet épisode de dépression. C'est énorme. Donc ça existe. Alors comme ça existe, je ne veux pas en faire un cas à part, c'est comme les personnes qui partent à la retraite ou les personnes qui perdent leur boulot, oui, c'est un traumatisme. Et comme le sport est en soi même une forme d'addiction, et qui peut en générer plein d'autres, pour le sportif, le risque de tomber dans de nouvelles addictions pour compenser toutes les pertes réelles qui sont là, parce qu'il perd un statut, il perd de la rémunération, il perd un collectif, un groupe d'appartenance. Il
il est victime de tout ce chamboulement hormonal dont parle Pat là dans la vidéo. Tout ça, donc, c'est quand même extrêmement compliqué à vivre. Alors, moi, je dirais, enfin, pour aller assez vite, il y a deux leviers, au moins deux leviers qu'il faut penser à activer pour éviter ce cataclysme. Dans le film, vous entendez des mots très forts de je ne sais plus qui je suis maintenant que je ne suis plus sportif. Fabien Canu dit quand on quitte son équipe, on n'existe plus. Enfin, si on écoute le sens de ces mots, c'est quand même assez puissant. Et moi, je parle effectivement de désintégration identitaire. Pour le sportif, il s'est construit à l'adolescence dans une identité de sportif. Il a été ce sportif depuis son plus jeune âge. Ça n'a cessé de se développer, cette image de sportif, cette identité de sportif avec sa réussite, sa performance sportive. Pour lui et pour les autres, il n'est que ce sportif. Donc forcément, quand ça s'arrête, pour lui, qui je suis maintenant, c'est naturel qu'il se pose cette question-là. Donc le premier levier, c'est de l'aider à distinguer cette identité personnelle de son identité sociale. Être sportif, c'est son identité sociale, c'est son métier, mais ce n'est pas son identité personnelle. Son identité personnelle, elle est faite de qui il est, de toutes ses ressources, de toutes ses qualités, de toutes ses compétences. Et ça reste. Ce qui m'a fait champion dans mon métier, je l'ai toujours en moi. Je ne le valoriserai plus dans ce métier de champion, de sportif, mais je peux le valoriser dans plein d'autres métiers. C'est exactement le message de Sarah Ouramoun à la fin. Voilà, je vais pouvoir m'appuyer sur toutes ces ressources qui m'appartiennent à moi, qui ne sont pas liées à mon métier, pour le transférer dans un autre métier. Donc, ce premier travail vraiment à faire avec les sportifs, c'est de les aider à distinguer cette identité personnelle de cette identité sociale, les rassurer sur la puissance de cette identité personnelle, de tout ce qui la compose, et lui dire, voilà, l'enjeu maintenant, c'est de trouver une nouvelle identité sociale. Et c'est le deuxième point, où effectivement, il faut travailler avec le sportif pour l'aider à anticiper, préparer son après, mais avec la même ambition d'y réussir que celle qu'il a eue quand il était sportif. Souvent, ils se disent, ouais, mais ça sera moins bien. Oui, mais c'est moins bien parce que peut-être tu ne vas pas y mettre la même énergie, parce que peut-être tu ne vas pas y mettre la même volonté de réussite. Mais moi, je le vois avec ceux qui disent, il est hors de question. Le cycliste là que l'on voit, Jérôme Boucher, dans le témoignage, quand j'ai travaillé avec lui à cette époque-là, il me dit, mais moi, pour la petite histoire, quand il m'a contacté, il venait d'essayer de prendre un rendez-vous avec un centre de bilan de compétences. Il est sur Tours. Et quand il a appelé le centre de bilan, on lui a dit vous êtes qui? Pourquoi vous voulez faire un bilan? Voilà, j'étais cycliste professionnel, j'arrête, je voudrais pouvoir réfléchir à ce que je vais faire. Et la personne lui dit ouais, alors là, si vous êtes cycliste, c'est pas la peine de prendre un rendez-vous parce qu'il n'y a rien à en dire, vendez des vélos. Quand on n'est pas au mieux de sa forme, là, c'est violent. C'est violent. Et lui, heureusement qu'il avait au fond de lui cette volonté de pas en rester là. Parce qu'aujourd'hui, il serait vraiment extrêmement malheureux. On a repris les choses dans un autre ordre, et aujourd'hui, il est chef d'entreprise, et il est épanoui, et il a tout dégommé sur son passage, et ses concurrents le redoutent maintenant. Mais voilà, parce qu'il avait au fond de lui cette énergie. Ceux qui n'ont pas cette énergie-là, parce qu'ils sont encore un peu plus abîmés par cette fin de carrière, pour eux, ça peut effectivement se transformer en une vie triste et monotone, où à nouveau le risque des dérapages addictifs peuvent arriver. Donc, le premier point dans cette définition de son après, c'est vraiment définir son projet. Alors, il y a une injonction du projet qui n'est pas toujours facile à supporter pour le sportif. Un projet, oui, mais... Comment, c'est exactement ce que dit Jérôme, comment définir ce que j'ai envie de faire? Il faut se remettre dans leur contexte, que rappelait bien l'entraîneur avant, c'est-à-dire que le sportif, il est dans un tunnel qui dure 10, 15, 20 ans, où il ne voit rien d'autre que des sportifs, des gymnases, des salles de sport, des médecins, des kinés, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux. Enfin, son univers se résume à uniquement ce métier-là. Donc, comment savoir si le monde de la finance va m'intéresser, le monde de l'écologie va m'intéresser,
m'intéresser, leur poser des questions brutalement comme ça, là aussi, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, ça passe par un travail sur l'identification de ses centres d'intérêt, de qu'est-ce qui l'anime, quelles sont ses motivations, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses ressources, et puis ensuite identifier les secteurs d'activité, les métiers qui peuvent correspondre. Le sportif en carrière, il peut travailler sur ces dimensions-là. Vous les voyez pour ceux qui sont dans des clubs. Aujourd'hui, il y a des partenaires dans tous les clubs. On fait les pots d'après-match. Moi, je dis à tous les sportifs que j'accompagne, je pense, j'ai un truc qui me passe, je pense à un ancien joueur d'ici que j'avais hier soir. Je lui dis, mais va au pot d'après-match et donne-toi pour objectif à chaque soirée de récupérer 3 cartes de visite de gens avec lesquels tu auras échangé, qui t'auront parlé de son métier, qui t'auront parlé de leur entreprise, de leur secteur d'activité. Et si tu y trouves un truc qui peut t'intéresser, voilà, tu prends sa carte de visite et puis tu lui dis, voilà, est-ce que je peux revenir vous voir à l'occasion? Ça m'intéresserait d'en savoir plus. Tout ça, c'est de nature à enrichir cette réflexion sur le projet, parce que sinon, elle s'appuie sur pas grand-chose de solide et de réel. L'autre intérêt de mener cette réflexion pendant la carrière, c'est que ça donne au sportif la maîtrise de sa fin de carrière. Et ça, c'est un luxe extraordinaire, ne pas subir la fin de carrière, ne pas arrêter parce qu'on me fout dehors, parce que j'ai plus de contrat ou parce que je me blesse, mais de pouvoir dire, eh bien maintenant je suis prête à faire autre chose et j'arrête. Et souvent d'ailleurs, moi je vois dans les accompagnements, ces sportifs qui sont plutôt dans la fin de carrière, qui n'osent pas encore se l'avouer, dès lors qu'ils trouvent un projet qui les anime, en général ils passent vite de l'autre côté et ça se fait. C'est exactement ce qu'a vécu Sarah Ouramoun. Ça se fait simplement parce que l'après est là, il est pensé, il est construit, il est accessible, il est motivant. On sait qu'on va essayer d'épanouir à nouveau, donc feu, on y va. Donc voilà, le premier point, c'est vraiment retravailler, travailler, définir son projet, s'orienter. La deuxième brique à cette reconversion, c'est regarder en termes de formation si j'ai les compétences qui vont me permettre d'accéder à ce projet. Je peux en avoir, je peux les avoir, il peut m'en manquer. Et c'est là que la brique formation doit intervenir, uniquement quand elle vient pour résoudre une problématique de compétences liée à un métier que l'on souhaite tenir. Bien souvent, la formation, dans notre système, c'est comme ça. Tu as ton bac, tu pars sur une formation. Qu'est-ce que je vais en faire derrière? Le problème, c'est que pour les sportifs, ils ne peuvent pas non plus... Vous me regardez, je suis trop longue? Non. Ils ne peuvent pas reprendre 3 fois le sujet en disant là, je me suis trompée, je vais aller vers ça. Puis là, je me suis trompée, je vais encore aller vers ça. C'est beaucoup trop énergivore. Pour les laisser faire ça. Donc voilà, il faut vraiment que le projet de formation, il soit construit à partir d'un projet, et aussi changer le regard du sportif sur la formation, c'est-à-dire qu'aller en formation, ce n'est pas retourner sur les bancs de l'école, parce qu'on a beaucoup de sportifs qui ont été un petit peu abîmés pendant leur parcours académique à l'école par certains enseignants qui ne comprenaient pas qu'ils pouvaient mettre autant d'énergie dans quelque chose d'aussi futile que le sport. Donc, ils n'ont pas toujours envie d'y retourner, mais donc leur expliquer qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens de se former, et puis qu'il y a des écoles qui savent maintenant aménager et tenir compte de ces spécificités des parcours de sportifs pour aménager des choses qui vont bien. Il faut les rassurer là-dessus. Et puis après, le troisième point, c'est de préparer l'insertion professionnelle, c'est-à-dire... et ça aussi, ça peut se préparer avant la fin de carrière, hein, encore une fois, grâce à tout le réseau, c'est ce que dit Pat. Quand je suis en carrière, j'ai plein de mains qui se tendent. Et ben c'est à ce moment-là qu'il faut les saisir. Il ne faut pas attendre la fin, parce qu'après, effectivement, elles sont beaucoup moins là. Mais quand on est en carrière, là, tout le monde, je pense à ce rugbyman que j'avais hier, là, qui sort de la Coupe du Monde, ben oui, là, il peut aller où il veut. Quand ça sera fini, je ne suis pas sûre que ça soit aussi possible que ça. Donc oui, saisir les mains pendant la carrière pour aller, mais est-ce que je peux venir pendant une semaine, découvrir un petit peu comment ça se passe chez vous? Alors, ceux-là n'ont pas toujours une semaine de dispo pour faire ça, mais par petites touches, on peut quand même y arriver. Et ça construit une acculturation au monde de l'entreprise qui est nécessaire. On fait souvent des parallèles entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Ouais.
On fait des parallèles, mais ça reste parallèle, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des cultures qui sont très différentes. Et se rapprocher, ça demande un effort des deux côtés. Pas simplement du monde du sport, ça demande aussi un effort du monde de l'entreprise pour comprendre d'où vient le sportif. Mais donc, le sportif, il doit préparer son insertion professionnelle. Ça veut dire travailler sa recherche d'emploi, travailler son CV. Ce matin, j'avais une responsable d'un centre de formation qui me disait il faut qu'on fasse des CV pour les joueuses, mais elles ne savent pas quoi mettre dedans. Ben oui. Comment je fais un CV autrement qu'en disant que de 2012 à 2013, j'étais là, de 2013 à 2015, j'étais meilleur marqueur, de 2015 à 2010. Voilà. Bon, ben, c'est justement à partir d'un travail sur cette identité personnelle dont on parlait tout à l'heure, qui va mettre en lumière des compétences transférables, qu'on va pouvoir alimenter un CV, qui va permettre de traduire cette formidable carrière qu'ils ont eue dans le sport dans des termes que va comprendre le monde de l'entreprise. Donc, travailler son CV, savoir mettre en avant ses soft skills, comprendre la culture de l'entreprise et ses différences avec le monde du sport, savoir qu'on va devoir s'adapter, défendre son projet et se montrer stratégique aussi. Bien souvent, il y a beaucoup des entreprises qui disent « Ouais, alors tu demandes tout de suite d'être manager de projet, tu n'as aucune expérience ». Comme si manager son projet sportif n'était pas déjà une belle expérience. Mais enfin bon, l'entreprise a du mal à faire ce type de parallèle. Et donc, moi, j'ai beaucoup de sportifs qui acceptent de mettre en place une stratégie, dire « Ok, je vais démarrer un peu en dessous, juste pour mettre un pied dedans. Et puis, une fois que j'y serai, eh bien, on pourra peut-être me permettre d'évoluer ou je pourrais changer d'entreprise en disant que j'ai une première expérience en entreprise qui va rassurer le monde de l'entreprise. » Voilà, il faut savoir y aller par petits pas. Je ne rentrais pas sur le terrain tout de suite. Il fallait déjà que je fasse mes preuves dans l'équipe en dessous. Et ben, il faut faire pareil quand on rentre dans le monde du sport. Voilà, ces 3 temps-là sont vraiment fondamentaux si on veut les aider. La fin de carrière, c'est une période de transition entre une vie que les sportifs ont adorée, qui les a épanouis complètement, et donc se projeter dans un après. Moi, j'ai beaucoup de sportifs qui me disent « Ouais, mais ça ne sert à rien de le préparer, de toute façon, ça sera moins bien. » Justement, si, ça peut être aussi bien, mais uniquement à condition de le préparer. Voilà. Et vraiment, pour moi, il y a il y a une limite, une zone de partage entre les risques dont on parle aujourd'hui et ceux qui vont vite rebondir. Et ce n'est pas un problème psychologique, c'est un problème très concret à préparer, des questions très concrètes à se poser. Et si on s'engage là-dedans, en général, on peut, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, hein, parce que les désordres hormonaux dont on parlait tout à l'heure, ils sont là, les 30 kilos qu'on prend en quelques mois, ils sont là, mais ça peut aller plus vite quand même. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme on en discutait, c'est vrai que tout ce qui a été présenté, vous abordez vraiment la notion de changement. Et ça nous parle beaucoup en addictologie, puisqu'on parle beaucoup de changement aussi avec nos patients. Et on travaille beaucoup le changement avec nos patients dans tout ce qu'on peut leur proposer. Et c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle, donc c'était vraiment très intéressant. On a quelques minutes avant la pause. S'il y a des questions, des commentaires pour la première intervention. Oula, je vais me faire flasher. C'est une association qui s'appelle Collectif Sport. Elle est née, alors je l'ai créée donc en 2010 avec Philippe Blin, qui était entraîneur national de volley à l'époque, qui est maintenant qui a été entraîneur en Pologne, qui est maintenant au Japon, qui prépare les Jeux avec le Japon. Donc moi, ça faisait déjà de nombreuses années que je le tannais, parce que moi, je suis volleyeuse aussi d'origine, donc je le croisais régulièrement en disant « faudrait quand même faire quelque chose ». Et puis, au bout de quelques années, il a fini par entendre. Et donc, on a construit cette association Collectif Sport pour vraiment aider les sportifs à réfléchir à leur après, mais pendant leur carrière, en partant de l'idée qu'un sportif qui réfléchit à ça pendant sa carrière, ça lui permet de s'épanouir parce qu'il enlève un poids énorme qu'il a sur les épaules et ça le sécurise aussi sur l'après. Donc, on a commencé à accompagner des sportifs et puis ensuite on accompagne des clubs parce qu'il y a certains clubs qui se sentent responsables de ce que vont devenir leurs sportifs et puis ils ont aussi une obligation d'employeur de développer l'employabilité de leurs salariés, hein.
et s'en occupent pas forcément sous cet angle-là parce qu'ils considèrent qu'ils les entraînent et que donc ils peuvent retrouver un contrat dans un autre club, mais en vrai c'est pas ça qu'ils devraient faire, hein. Donc voilà, on travaille avec les clubs et depuis quelques années je mets vraiment l'accent sur le travail avec les entreprises pour les acculturer à ce que c'est qu'un sportif. Parce qu'aujourd'hui, avec les Jeux, on a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent au sport, aux sportifs, pas toujours pour de bonnes raisons, mais ceux qui éventuellement envisagent de les recruter dans la durée, s'ils ne savent pas comment ça fonctionne, c'est un peu comme s'ils achetaient une Ferrari mais sans savoir la conduire, quoi. Donc il faut aussi expliquer au monde de l'entreprise ces différences culturelles, parce que ce n'est que ça, hein, ce sont des différences culturelles, mais les comprendre, ça permet d'éviter de se braquer, de créer des tensions et puis de se quitter en disant mais il n'a rien compris et les sportifs ils sont vraiment pas adaptés au monde de l'entreprise, sujet suivant. Et là donc moi j'ai un enjeu fort avec les Jeux, c'est que on arrive à faire une bonne démonstration avant les Jeux parce qu'après il y aura beaucoup moins de regard sur les sportifs et pourtant il y aura encore plus de besoin de leur part de réussir une insertion professionnelle. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Moi, j'avais une petite question. Ah, si, au fond. Alors. Non, à vous l'honneur quand même. Moi, j'avais une question. Si on s'éloigne un petit peu du côté sportif professionnel, je pense que même les sportifs amateurs, ils peuvent se rejoindre dans ce que vous avez dit et dans ces témoignages-là. Parce que bon, c'est pas une carrière qui est vraiment focus sur le sport, puisqu'on a une carrière professionnelle en parallèle. Mais quand même, les sportifs amateurs qui font beaucoup de sport, ils organisent toute leur vie, souvent autour de ça quand même. Et il y a des petites morts qui peuvent quand même arriver au cours de la vie. Voilà, tout d'un coup, on change de métier qui fait qu'on a moins de temps pour faire du sport. On a des enfants, donc on est un peu moins disponible. Tout ça fait que ça peut aussi créer des dépressions et se sentir aussi vieillir et en fait sentir que la performance, elle diminue. Et même physiquement, on n'est plus apte à faire autant de sport. Voilà, je pense que aussi ça peut se retrouver chez les sportifs amateurs. Je suis entièrement d'accord. Nous, l'association, on la destine on estime la population à 30 à 50 000 sportifs qui sont dans cette problématique, c'est-à-dire de mettre le sport au centre de leur vie, même si ça ne les nourrit pas, même s'ils doivent avoir un travail alimentaire à côté, mais qui vont passer par ces phases-là et par ces difficultés-là à un moment ou à un autre, et qui ont souvent le sportif qui mène un projet sportif qui lui tient à cœur, et bon, il va être obligé de travailler à côté, mais ce n'est pas un projet professionnel à proprement parler, c'est plus le moyen de vivre sa passion. Et donc quand il arrête le sport, là il se dit bon allez, maintenant je vais réellement démarrer ma vie professionnelle. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que l'on décrit là ne s'adresse pas que aux sportifs de haut niveau et que aux sportifs professionnels. Je vous dis, pour moi, c'est les 30 ou 50 000, on n'arrive même pas à savoir combien ils sont, mais 30 ou 50 000 sportifs qui vivent pour leur passion qu'est le sport, qui sont concernés par ces sujets-là, absolument. Merci. Petite question du coup par rapport à l'activité que vous avez. Est-ce qu'en France, c'est quelque chose qui commence à être pris en compte? Est-ce qu'il y a d'autres structures? Est-ce qu'il y a des organismes publics qui commencent à se développer? Ou est-ce que ça reste un sujet qui est un petit peu encore sous-exploité, on va dire? La nouvelle ministre, elle n'est plus tout à fait nouvelle maintenant, mais Amélie Oudéa-Castéra, quand elle est arrivée au ministère, elle a vraiment pris ce sujet-là en main. Et quand ils ont regardé ce qu'il y avait dans les tiroirs, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait effectivement pas grand-chose. En fait, depuis 1986, depuis la création des CIP, des conventions d'insertion professionnelle, donc qui sont un outil d'insertion pour les sportifs, mais listés uniquement, en fait, c'était un sujet qui n'avait pas été du tout travaillé. Il est revenu sur le devant de la scène depuis qu'on sait qu'on aura les Jeux à Paris. Donc c'est quand même assez récent. Mais depuis lors, oui, il y a une injonction politique qui fait que l'ANS s'est mis en ordre de marche. Les MRP, les maisons régionales de la performance, sont en train, là, en ce moment, de déployer un système d'accompagnement qui va permettre de prendre en charge cette problématique, mais uniquement pour les sportifs de haut niveau. On est toujours sur ce même problème, hein. L'État ne s'occupe que de cela.
et donc ne s'occupe pas de tous les autres. Donc après, au niveau des acteurs privés, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la partie reconversion, c'est-à-dire définir mon projet professionnel. Ça, je dirais depuis 2003, où j'étais assez seule. Maintenant, il y a un petit peu plus de monde, et heureusement. Après, sur la partie insertion professionnelle, il y a encore des collègues qui ne comprennent pas l'intérêt de travailler sur cette dimension-là, parce qu'ils considèrent que, une fois que le projet il est fait, ça va rouler tout seul. Bon. Donc là, il n'y a pas encore beaucoup de... J'ai du mal encore à avancer avec d'autres sur ces sujets-là. Mais ça vient. Là, maintenant, avec l'ANS, arrive bien à distinguer la problématique de reconversion et d'insertion professionnelle. Donc, ça fait son chemin. Et on avance, c'est clair. Et moi, quand je travaille avec des entreprises, quand elles découvrent ce que c'est vraiment un sportif, elles se disent, oui, il ne faut pas qu'on fasse comme on fait avec... Enfin, il faut qu'on aménage un petit peu ce que l'on fait avec les autres et qu'on sensibilise nos propres équipes au fait que recruter un sportif, c'est pas l'image que l'on a. On n'est pas un pays sportif, hein, je crois qu'on peut être assez rapidement d'accord avec ça. Et donc, les gens qui n'ont pas fait de sport, qui n'ont pas cette culture-là, ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une vie de sportif. Pour eux, c'est juste, ils font un peu plus de sport que moi qui cours les 10 km de Tournefeuille, voilà. Gary, là, dans le film, il dit, lorsque je suis dans un dîner, on me demande ce que je fais, je dis, je suis basketteur professionnel, et on lui dit, mais non, mais on ne te demande pas ton hobby, on te demande ton métier. Mais c'est mon métier. On a encore beaucoup de mal à considérer que c'est un métier, et le monde de l'entreprise a encore plus de mal à considérer que ces sportifs professionnels puissent avoir un vrai diplôme. On imagine toujours qu'ils l'ont eu dans une pochette surprise, parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer pour eux-mêmes qui ont fait ces études et qui ont parfois eu du mal à avoir le diplôme. Ils ont du mal, mais c'est vraiment de l'ordre de l'impensable. Comment ils ont pu avoir un diplôme en allant faire des championnats du monde et en s'entraînant 2 fois par jour? Comment c'est possible? Ça peut pas être le même diplôme. Donc il y a une espèce de déni sur... voilà, ils nous mentent. Enfin, il y a un truc... Moi, j'ai une sportive que j'avais envoyée dans une entreprise pour un entretien, et le gars lui dit, non, mais je voulais voir si c'était vrai ce que vous mettiez, quoi. Oui, c'est vrai.